Salut, c'est Annie et vous écoutez Toute Première Fois. Sur la belle péniche de la Nouvelle-Scène, où se produisent presque tous les soirs des humoristes, j'ai vu Tani l'autre, une artiste aussi hilarante qu'engagée, qui a réussi à créer un spectacle à la fois militant et très accessible. Sur scène, elle nous parle à la fois de son enfance et de son adolescence, mais aussi de sa vie plus actuelle et de sa découverte de son homosexualité. Tani est lesbienne et raconte avec beaucoup d'humour et de tendresse ses premiers pas dans un bar lesbien, mais aussi avec un peu plus de gravité, ses dates foireux avec des meufs qui l'essentialisent, car Tani est métisse, ou ses craintes lorsqu'elle en a parlé à sa famille. Comme pour Jessie dans l'épisode précédent, c'est rafraîchissant d'avoir une artiste qui ne cache presque rien d'elle et arrive à embarquer avec elle son public, qu'il soit hétéro ou homo. Je suis très content d'avoir pu l'interviewer pour cette série d'épisodes spéciaux avec des artistes LGBT à l'occasion du mois des fiertés. Toute première fois saison 3, épisode 11, Tani l'autre. Du coup, on est dans une salle de bain avec Tani. Exactement. Avec Tani l'autre, salle de bain du pavillon des canaux. L'étage en fait est dédié. Il y a chaque pièce a un thème. C'est ça. Je ne savais pas. Du Chaque coup, on pièce a. est une pièce en fait. Chaque pièce Il y a est la une pièce comme cuisine, dans le une maison. salon, la salle de bain. Et on a vraiment une baignoire à côté de nous. Ce n'est pas une blague. On a failli faire l'interview dedans, mais c'était un peu périlleux. Ouais, voilà. Donc, on a évité. On est sur le petit tabouret, mais on a quand même une baignoire à côté. Voilà, et des gens qui viennent peut-être se laver les mains au cours de l'entretien, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des... Prendre une douche. Ou prendre une douche à côté, il y a la table à langer. On va voir Tout ça, est mais possible. tout est possible pendant cet entretien. Merci Tani en tout cas d'avoir accepté cet entretien. Je t'ai vu jouer donc samedi. Du coup j'ai le nom de À la nouvelle péniche. scène, ouais. À la nouvelle scène, exactement. M'échappe à chaque fois. La dernière fois j'ai dit la scène sur mer à des gens quand je présentais spectacle. Alors du coup voilà, il y a quelque chose qui s'est fait dans ma tête. Du coup depuis septembre, c'est ça, tu joues à l'autre scène. Ouais, c'est ça. Avant ça, tu avais rodé ton spectacle à la Comédie des Trois Bornes, qui est Exactement. dans le quartier, Vers Parmentier. exactement, vers Parmentier. 11e, ouais. dans le 11e. Et du coup, c'est ton premier spectacle qui s'appelle L'autre. C'est ça. Et ton nom de spectacle, c'est aussi Tani l'autre, du coup. Maintenant je dis juste Tani, Tani, tout d'accord. court, et le nom du spectacle c'est l'autre, ouais. Voilà, donc tu joues dans L'autre. Mais avant ce premier spectacle, je crois que tu avais un tout autre métier dont tu parles un peu pendant ce spectacle. Effectivement. Est-ce que tu veux spoiler pour les gens, parce que pendant le spectacle, tu le dis pas trop, mais C'est vrai. qu'est-ce que c'était et comment justement tu t'as tout lâché pour lancer dans la comédie, du coup? Et ben avant j'étais ingénieure et je travaillais dans le domaine de l'écologie avec des associations d'éducation à l'environnement, enfin sur des projets d'éducation à l'environnement. D'accord. Donc il y avait quand même ce côté un peu animation, volonté de transmission. Voilà, c'est le lien qu'on peut faire. Et en fait après je fais du théâtre depuis que je fais mes études, donc ça a toujours été là dans ma vie en tant que hobby d'abord, et puis progressivement ça a pris de plus en plus de place. Après j'ai découvert le stand-up et là je me suis dit ah ouais, j'ai vraiment envie de faire ça à fond, quoi. Et donc du coup, toutes ces envies-là sont venues pendant que tu étais encore Ouais, c'est ça, ouais. ingénieur, du coup. Ouais, c'est ça. Et quel a été le déclic pour dire je lâche tout? Pour faire ça, je crois que tu as commencé à faire des scènes pendant que tu étais encore ingénieur. Ça n'a pas du tout été un déclic et puis paf, je lâche tout. Ça a vraiment pris du temps. Là, ça fait juste un peu plus d'1 an que j'ai quitté mon job. Donc, on va dire que ça a mis bien 2-3 ans parce qu'il y a eu un petit Covid entre-temps. Parce que tu joues ton spectacle depuis 2019. Mais Ouais, en 2019, c'est tu étais encore ingénieur à côté. Exactement. Tu faisais ça le soir, pendant que la Exactement. journée, tu étais ingénieur. J'étais en temps partiel, du coup. Il y a un moment donné où D'accord. je suis passée en temps ouais. partiel pour pouvoir faire les deux. Mais du coup, je faisais les double vie. Double vie et qu'est-ce que je voulais dire? Non, je pense que le petit déclic qui m'a amené à écrire le spectacle, c'est un concours auquel j'ai participé dans le 20e arrondissement de Paris. Ça s'appelait le tremplin propulsion. D'accord. Et en gros, c'était ouvert aux jeunes il fallait habiter dans le 20e arrondissement de Paris et proposer 30 minutes de performance. Donc, ça pouvait être à la fois du théâtre, mais pas que, de la danse, spectacle musical. Ah ouais, ok. Et moi, je me suis dit, j'ai vu cette annonce dans ma boulangerie.
Et je me suis dit, ah bah c'est une bonne opportunité de commencer à écrire un truc et puis d'être potentiellement conseillé et guidé, parce que c'était un peu l'idée du concours. D'accord. Donc je pense que c'est vraiment ça qui m'a Là, mis qui est un peu, le pied à l'étrier et de me donner un objectif précis, quoi. D'accord. Et donc du coup, donc 2019, donc tu commences ton spectacle. Ouais, Et du coup, tu m'as dit ça fait un an, donc après 2022, donc tu lâches ton emploi. ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça. Et donc là, tu joues vraiment donc ton Allez. spectacle. Non, non, allez-y, pas de souci. Et donc du coup, donc ça fait donc là un an maintenant que ça va bientôt faire un an que Ouais, c'est ça que que tu je le joue, joues vraiment je fais en ça tant à que fond. full Ouais, comédienne. c'est ça. Et je me demandais avant ça, quand tu as écrit donc du coup ce seul en scène, comment est-ce que tu as fait? Parce que c'est un seul en scène qui est très personnel, qui est très fort. Tu parles de ton enfance, de ton adolescence, des questionnements un peu incessants que tu as pu avoir sur d'où tu viens, tes origines, Ouais. parce que tu es métisse, donc du coup tu as souvent eu des questions sur ça. C'est Tu ça. parles aussi de ta sexualité, ton orientation sexuelle, ta découverte. Et, du coup c'est très personnel. Est-ce que c'était dur d'écrire sur tout ça? Et est-ce que c'était dur justement d'essayer de faire rire les gens sur ça et de faire des blagues sur ça? Est-ce que au début c'était juste linéaire, t'as écrit quelque chose de très sérieux et ensuite t'as ajouté des petites blagues? Comment ça s'est fait justement ce... Hum, alors au tout début, quand en fait avant que je me dise j'ai envie de parler de ça dans mon stand-up, Ouais. c'était un texte, c'était des réflexions sur l'intersection justement être métisse et être lesbienne. Et ça c'est un texte que j'avais écrit en 2016, donc quand je ouais. participais à l'époque à des scènes ouvertes D'accord. qui s'appelaient Selfish. Voilà, c'était des scènes ouvertes queer. D'accord. Et du coup, on pouvait venir dire des petits textes. Et là, il n'y avait pas forcément beaucoup de blagues dedans. Mais quand même, on m'avait dit, ah, mais t'as quand même un registre plutôt comique, tu pourrais grave le transformer en stand-up. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais en fait, il faut que j'allie ce que je veux dire et la forme que je veux faire, quoi. Donc, du coup, c'est parti de là. Et après, en fait... bah, moi, j'ai toujours voulu, une fois que je me suis mise vraiment dans le stand-up, raconter des choses personnelles, donc qui me tenaient à cœur. Et donc, c'est venu un peu naturellement. Et après, j'avais l'occasion de les tester, parce que dans le stand-up, on fait beaucoup de plateaux, comme on dit. Donc, c'est des soirées où il y a plusieurs humoristes qui se succèdent et qui jouent, on va dire, 5-10 minutes. Ok. Et donc, tu testes tes blagues, tu ouais, tu testes vois lesquelles tes fonctionnent textes. ou Voilà, pas. c'est ça. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est affiné. Mais je partais toujours de l'idée de raconter quelque chose... de moi et j'avais envie de parler de ces sujets d'identité, de métissage, de lesbienne. Donc moi c'était en fait je m'écoutais quoi, je parlais des choses dont j'avais envie de parler qui me travaillaient. Et justement, dans tes premières scènes, quand tu as commencé un peu à jouer ces blagues-là ou ce début spectacle que tu faisais, pardon, est-ce que c'était stressant pour toi justement de parler Ouais. de toi et de parler de choses aussi personnelles? Est-ce que tu disais, ok, j'enlève ça, c'est trop perso aujourd'hui, peut-être que la semaine après tu l'as remis? Comment tu faisais pour parler de toi sur scène comme ça tous les soirs au début Bah moi ce qui me faisait stresser c'était surtout le fait Qu'il y ait des gens face à toi ou... non mais en fait que maintenant peut-être que c'est mieux mais j'ai Ouais. l'impression qu'il y a 4-5 ans arriver sur une scène et dire je suis lesbienne, raconter son coming out et tout, c'était un Ouais. peu surprenant et moi j'avais parfois peur que j'ai un public qui soit pas d'accord avec ça donc c'était surtout ça le stress au départ quoi, parce que aborder des sujets queer sur scène ça plaît Ouais. pas à tout le monde. Mais je m'écoutais aussi et quand il s'agissait pas de raconter des trucs avec lesquels j'avais pas forcément assez de recul ou si je sentais que ça me touchait trop, bah j'allais arrêter et pas le Ouais. faire. Enfin voilà, c'est toujours un équilibre mais c'est pas facile parce que enfin moi j'essaie d'être un peu engagée dans mon stand-up et Ouais. donc de défendre les sujets qui me tiennent à cœur et donc les sujets liés à la communauté LGBT. Et donc quand ça marche pas, t'es un peu là genre mais est-ce que ça a pas marché parce que je suis pas drôle Ah ouais. ou c'est parce que c'est des sujets qui les font pas rire? Oui, Et ils du ont coup pas est-ce les que ça veut dire références, qu'ils me refusent moi en tant que personne? Parfois c'est un peu intense à gérer mais je pense que voilà, il faut aussi, c'est pour ça que j'ai créé avec deux copines le Comedy Love, Ouais. qui est un Mao plateau et... Mao et Lucie Carbone, Ouais.
un plateau de stand-up qui était justement volontairement féministe, queer, voilà, engagé, et où on voulait créer une bulle un peu de bienveillance, au moins pour avoir cette atmosphère un peu safe, entre guillemets, où on peut tester des blagues, aborder des sujets pas forcément évidents à aborder sur une scène lambda. Et donc ça nous permettait de travailler pour après avoir plus de force pour confronter potentiellement des publics plus larges et pas forcément acquis, entre guillemets, à la cause, quoi. Oui, c'est ça justement qui est assez intéressant, c'est que tu parles beaucoup, voilà, justement du fait d'être lesbienne, tu dis notamment que tu as été pendant 25 ans sans le savoir, que tu l'as caché pendant 25 ans et que 25 ans après, genre, boum, ça y est, je suis lesbienne. Et après, c'est un cheminement beaucoup plus personnel. C'est pas 25 ans après, voilà, ce que tu racontes au cours du spectacle, tu as eu des petits crushs quand tu étais au collège, des choses comme ça. Et du coup, tu parles de ça, tu parles de tes premières relations, de certaines personnes qui après t'essentialisaient après la relation en te disant ah, j'avais jamais fait ça avec eux. Et toi, tu dis bon, en fait, je suis une personne plus que le fait que je suis un métis ou quoi. Et tu parles de toutes ces choses-là qui sont très importantes et très fortes. Et c'est vrai que parfois on peut se dire, bon, il peut y avoir un peu n'importe qui dans la salle. Alors après, j'imagine que les gens se renseignent avant de venir. Mais justement, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de parler de toutes ces choses-là, notamment de ton orientation sexuelle? Est-ce que tu trouves comment encore aujourd'hui de représentation, peut-être justement toi en tant que femme métisse, lesbienne, t'as l'impression de manquer de représentation? Est-ce que c'est pour ça que tu le fais aussi? Pourquoi ça irrigue autant ton seul en scène, justement, ça? Je pense que c'est ça, c'était moi le manque de représentation, et quand j'allais voir des stand-up où je trouvais que c'était hyper entre guillemets hétéronormé, enfin j'entendais jamais de blagues sur des choses qui allaient ressembler à ma vie, quoi, et je me disais bah du coup faut que je le fasse. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait un public pour ça, et que j'avais beaucoup de retours en mode oh là là, ça fait plaisir, on n'entend jamais de personnes lesbiennes ou voilà, métisses parler de ces sujets-là, bah du coup c'est cool, tu vois. Et je me dis bah, nous aussi, on a le droit en fait d'avoir des moments de joie et de fou rire sur nos vies à nous. Enfin, et c'est pour ça que parfois moi je dis mais non, je parle pas d'orientation sexuelle, je parle pas de sexualité, je parle de ma vie en fait. Mais juste parce que je suis pas hétéro et blanche, enfin hétéro en tout cas, on dit que je fais un truc sur la sexualité, mais en vrai je raconte pas du tout mes positions sexuelles ou mes préférences. Non, absolument pas. C'est juste plutôt le parcours d'une meuf qui s'est questionnée justement sur ses désirs, et oui, je crois que ce qui m'anime, c'est vraiment de moi pouvoir donner une représentation et une représentation de ce que ça peut être, parce que toutes les lesbiennes sont différentes, mais en tout cas, et puis surtout parce que je trouve que encore aujourd'hui il y a beaucoup de stéréotypes sur les personnes LGBT, sur les personnes féministes, etc. Donc c'est bien de nous écouter, nous, quoi, pour savoir vraiment qui on est. Voilà, c'est ça. Et justement, cet épisode devait être publié pendant le mois des fiertés en juin. Et donc on parle là de représentation, et tu avais une anecdote que j'avais bien aimée pendant le spectacle. Tu disais que tu avais, je crois, une jeune fille, si je dis pas de bêtises, ou c'était un jeune garçon, c'était une jeune fille qui était venue te voir à la fin pour te parler de ça, justement. Est-ce que tu veux un peu la raconter, cette histoire? Ce que je raconte, c'est que en janvier, on a fait avec d'autres copains, copines, dont Mao, qui fait le Comedy Love avec moi, Noam Cinceau, et l'humoriste trans Lou Trottignon. On a fait tous ensemble une date en janvier à Tours, et ce que je raconte, c'est qu'à un moment donné dans le public, on a vu qu'il y a une petite fille assez jeune, donc après j'ai appris qu'elle avait 11 ans. Et à la fin du spectacle, moi, elle m'attendait et tout. Elle voulait absolument me parler, me montrer quelque chose qu'elle avait fait sur son visage. Mais la salle était sombre. Donc, bref, je lui ai dit attends, viens, on se met à la lumière, tu vas me montrer. Et donc là, elle me montre qu'elle s'est mis du fard à paupières avec des paillettes bleu, rose, violet. Parce que, voilà, elle a 11 ans, elle est bisexuelle et fière. J'étais là genre, oh mon Dieu. C'était vraiment trop mignon, quoi. Elle était venue avec sa mère qui l'avait amenée et tout. Enfin, c'était trop bien. Ouais, c'était hyper touchant quand tu le racontais pendant le spectacle. Et j'imagine qu'en fait, ça doit arriver de plus en plus, voire même, pas forcément de 11 ans, parce que c'est quand même très jeune, mais il y avait d'ailleurs l'opposé, parce qu'il y avait... c'était dans le cadre d'un festival de cinéma LGBT qui existe à Tours depuis je sais plus combien d'années. Je crois que c'était
Je sais plus, les 50 ans. Bref, je vérifierai l'information. Mais Festival Désir. Et en fait, ce soir-là, il y avait aussi le créateur du festival, qui est vraiment plus tout jeune, quoi, qui est un homme gay qui a créé ça. En plus, après avoir perdu son compagnon du sida, donc c'est un vieux militant, quoi. Et il était là à la soirée et il était hyper content d'être là. Il avait les yeux tout embués. Mais je suis trop content. Bah ça, moi, à mon époque, c'était pas possible de faire des blagues sur ces sujets, d'avoir autant de monde. Et donc, du coup, ça a fait vraiment genre 2 générations. Enfin, moi, je trouve ça puissant, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ton spectacle, quand j'y étais, il y avait Fabienne et Patrick, je crois que c'est ça, qui étaient là au premier rang, qui était un couple hétéro, j'imagine. Peut-être qu'ils ont des enfants LGBT, on sait pas, mais en tout cas, eux, ils étaient là seuls et ils ont resté tout spectacle, ils ont rigolé, je pense. Fabienne a agité le drapeau. Ouais, tu lui as donné un drapeau LGBT, elle a agité. Moi, j'étais au fond, je la voyais agiter le drapeau, j'étais mort de rire. Je crois que c'était pendant une chanson en plus, je crois que c'était Coming Out. Ross, ouais, I'm coming out, yes. exactement, ouais. Donc, je sais, c'est génial cette scène, et c'est ça que j'ai trouvé super dans ton spectacle, c'est que du coup, comme tu le dis à la fin du spectacle, tu dis oui, je dis beaucoup que je suis lesbienne, mais parce que c'est important de dire ce mot, qu'on le dit pas assez, qu'on l'entend pas assez, etc. Et je trouve que tu arrives à faire un spectacle, comme tu disais, militant, mais en même temps très inclusif aussi. Oui, bah, parce c'est que volonté, du coup, voilà, t'avais Fabienne et Patrick qui étaient là dans la salle et qui avaient l'air de kiffer le spectacle et de bien rigoler. Ouais. Bah ouais, moi, au début, c'est vrai que je pense que je l'ai fait pour, entre guillemets, la communauté, enfin pour parler à des gens qui se reconnaissent dans ce que je veux dire et tout, mais au final, j'essaie aussi d'élargir et que ça puisse parler à tout le monde et que tout le monde puisse rigoler. Et voilà, et en plus, c'est important aussi que ce que je dise, il y a aussi des personnes non concernées qui l'entendent, quoi. Donc non, franchement, des soirées comme ça, c'est trop génial. Bah ouais, c'est ça, parce que t'as à la fois des concernés, à la fois des pas concernés. Voilà, c'est ça. J'aime bien quand c'est mélangé. Ça, c'est super, ouais. Et puis des petits jeunes qui peuvent être touchés, comme des moins jeunes, peut-être même pas de la cause, enfin même pas du milieu, je veux dire. Donc c'est trop chouette, je trouve, comme expérience, en fait. Non, mais de faire ça. Je suis trop contente. C'est vrai que je suis tombé le bon soir, je pense que Fabienne et Patrick. Mais ça dépend vraiment. Mais en général, c'est toujours un peu mélangé, mais ouais, moi j'aime bien quand c'est comme ça parce que. Puis voilà, il y a des moments du spectacle aussi où ça se répond et je trouve ça chouette. Et puis tu racontes des choses plutôt universelles, parce que même quand tu racontes la première fois où tu étais dans un bar lesbien et que tu sais pas comment draguer, n'importe qui, hétéro, lesbien, bi, gay, ne sait pas draguer quand il commence à... Donc c'est quand même quelque chose qui reste universel à la base. On rigole parce qu'on a beaucoup de gens qui passent pour se laver les mains ou qui montent en haut. Elle est là partout, ouais. Bon, c'est pas trop grave, c'est la fin d'entretien, donc ça va, on a réussi à le faire. J'ai l'impression d'avoir crié tout le truc, parce que j'ai le café que j'ai bu juste avant qui m'a un peu excité, je crois. Et j'ai l'impression que je suis arrivé en plus en courant parce que j'étais en retard pour raconter les coulisses. J'ai pas l'impression que t'as crié. Ça va alors de l'épisode parce que j'ai l'écouteur dans mon oreille, donc j'ai l'impression de crier. Je me suis dit, on dirait le mec fou, je transpire ce que j'ai couru, j'ai pris un café. Et donc du coup, pour finir, il y a une question un peu rituelle que je pose à la fin de ce podcast, c'est, on a toujours un peu honte de nos premières fois dans tous les domaines possibles et inimaginaux. Comment toi, tu as ressenti ces premières fois sur scène ? Est-ce que tu te souviens justement cette première fois où tu as dit ce texte dans cette scène ouverte dont tu me parlais tout à l'heure, ce petit concours ? Comment tu t'es ressenti sur scène ? Est-ce que tu t'es dit c'est... Alors tu m'as dit que tu n'as pas eu d'épiphanie avant quelques temps après ça, je crois. Non, c'est ce moment-là qui a été un peu l'épiphanie, Ouais, mais il y a eu pas mal de temps avant que je trouve ce petit trac dans la gorge. Et est-ce que du coup, cette première fois, elle était stressante ? Est-ce qu'elle n'était pas stressante ? Est-ce que ce premier spectacle, depuis que tu le joues, tu le modifies tout le temps en disant non, ça j'ai honte de le dire, non, ça j'ai pas honte ? Comment tu vois ta première fois sur scène, ce premier spectacle, l'autre ? Je pense que j'étais assez effrayée de le faire ce texte, et puis même je pense aussi la première fois que j'ai joué mon spectacle, beaucoup de stress. Je pense que c'était pas forcément, enfin je sais pas si je dirais que c'était de la honte, c'était plus de la pudeur, je pense, parce qu'en plus souvent les premières fois, enfin même la première fois que j'ai dit le texte, je pense qu'il y avait des potes dans la salle. La première fois que j'ai fait mon spectacle, il y avait mes parents, enfin il y avait de la famille et tout, donc et comme c'est vrai que je livre des trucs très personnels,
Finalement, au dernier moment, je réalise que oh mais attends là, je suis quand même en train de dire des choses que j'ai jamais même dit aux gens de vive voix en dehors d'un spectacle quoi. Donc c'était plus le sentiment de pudeur et d'autant plus que moi j'étais souvent quelqu'un de très timide. Enfin quand j'étais ado, je gardais beaucoup de choses pour moi. Et en fait, c'est marrant parce que ça me fait penser à... Je sais plus quand quelqu'un me posait la question... justement, est-ce que ça fait pas peur de dire des choses Aussi très personnelles et et tout. Et je pense qu'effectivement, ça fait peur, mais une fois que je l'ai fait, je me suis sentie extrêmement soulagée. Ouais. Parce que justement, comme j'étais cette personne qui gardait tout pour moi, en fait, toutes Ouais. les tensions, elles étaient en moi, toutes les peurs et tout. Et donc, en fait, finalement, de les partager avec d'autres... Ouais. Ah, ça m'a... j'ai perdu 10 kilos, quoi. Genre, vraiment... je trouve que c'est libérateur de prendre la parole, de partager, en fait, ses peurs, ses hontes, ses premières fois. Qu'on a dragué, qu'on a... Et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et ça va mieux, quoi. Mais c'est marrant ce que tu disais sur le côté d'être un peu timide, parce que tu le dis dans le spectacle justement que tu es quelqu'un d'assez pudique et assez timide. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression que les acteurs aussi disent en général dans les interviews, ou ceux que j'ai en tout cas interviewés le disent aussi. Et pourtant, quand on vous voit sur scène, c'est ça, finalement, vous n'êtes pas du tout. Mais c'est parce que vous rentrez peut-être dans un. C'est votre métier, donc vous rentrez dans votre peau de personnage, de machin. Oui, après, maintenant, le spectacle, je l'ai joué plein de fois, donc je contrôle quand même ce qui est dedans. Mais par contre, quand je vais tester des nouvelles blagues, des nouveaux trucs, je vais toujours. Ça va revenir, en fait. Ça va revenir. Je pense que sur scène, en tant qu'artiste, une fois que tu as travaillé tes trucs, tu es quand même dans la maîtrise de ce que tu donnes aussi au public. Mais je pense qu'on a quand même une petite carapace, un petit jardin secret qui est bien gardé. Les pattes totalement, quoi. C'est ça. Et ce spectacle, donc l'autre, là tu le joues là, jusqu'à la fin juin. Du coup, à la nouvelle scène. J'allais encore dire l'autre scène, ça ne veut pas rentrer. Et pourtant c'était dans mes notes. Mais continuer à la rentrée. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Donc du coup, et je crois que tu vas aussi le porter. Oui, le faire en tournée, Ça, je sais pas si c'était encore officiellement annoncé ou pas. Si, non, mais je peux le dire. Il y aura des dates de tournée à partir de septembre. Voilà. D'accord, donc dans toute la France alors. Ouais, c'est ça. Du coup, on espère te revoir sur scène peut-être bientôt et que les gens viennent te voir. Carrément. Pour danser sur Whitney Houston. C'est ça. Parce qu'il y a un peu de Whitney Houston dans le spectacle, un peu de Diana Ross, un peu de Christine and the Queen. Ah oui, Christine and the Queen aussi, très bonne chanson que j'avais oubliée. Beyoncé, oui, à l'entrée, oui, bien sûr. Donc voilà, si vous voulez chanter, danser avec Tani, c'est le moment d'y aller du coup. Merci. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.